Donc revenons tout de suite donc, au sujet qui nous intéresse sur cette table ronde, je le disais, dédiée à la planification énergétique et à la planification industrielle. Alors si vous me le permettez, j'ai envie d'ancrer cette table ronde dans le concret avec un premier témoignage, un témoignage du territoire. Donc avec vous, Frédéric Petit, vous êtes président de Siemens Gamesa, donc éolien offshore. On en a entendu pas mal parler lors de la séquence introductive. On connaît tous les retards auxquels vous faites face. Aujourd'hui, question large et ouverte, quelle est votre analyse sur la situation? Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir passer au-delà de ces retards qui se cumulent malheureusement? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et donc pour cette proposition de témoignage. Donc Siemens Gamesa en France, c'est plus de 1300 personnes et sur un plan industriel, aujourd'hui, c'est 1400 personnes qui sont mobilisées donc avec nos sous-traitants tous les jours pour produire, assembler des nacelles et produire des pales. Depuis peu d'ailleurs, les premières pales recyclables sont actuellement en production sur le site du Havre. Donc en tant qu'industriel, ce qui est pour nous très important, c'est d'un côté qu'il y ait évidemment une programmation pluriannuelle de l'énergie en place et avec un calendrier affiché, et qu'on ait confiance dans ce calendrier, puisque la confiance, bien souvent, c'est ce qui dicte les investissements. Néanmoins, vous l'avez indiqué, la filière française par rapport au marché domestique, va faire face à une difficulté. Elle fait déjà face à cette difficulté. C'est après l'installation du projet du Tréport en 2026, il n'y aura pas d'installation pendant pratiquement 5 ans en France. Donc c'est une vraie difficulté à laquelle on est confronté, et parce qu'il y a eu un retard donc, sur l'attribution du calendrier de la programmation pluriannuelle actuelle, donc avec 3 ans de retard, et puis également des délais d'exécution qui restent trop longs. Le projet par exemple Dunkerque attribué en 2019 ne sera en production qu'en 2030. Donc on reste sur 11 ans, malgré l'appel du président de la République de réduire à 6 ans. Donc c'est une vraie difficulté. En même temps, il y a une opportunité qui est le marché européen, puisque l'éolien aujourd'hui représente 20% de la consommation en Europe et sera de l'ordre de 35% en 2030, donc à court terme, et à la moitié en 2050. Donc ça offre des vraies perspectives à l'export. Et donc, en termes d'attente, je dirais. Oui, donc pour nous, il y a... Excusez-moi juste, oui. Parce que vous nous disiez que ça crée des difficultés, ça on l'entend concrètement. Quelles sont ces difficultés? Comment elles se concrétisent sur le terrain? Donc il y a déjà des premières réponses avec le C3IV, où l'État s'est saisi très rapidement du cadre réglementaire européen TCTF pour le déployer en France. Donc il y a du retard, mais sur ce sujet-là, il y a vraiment eu un calendrier vraiment timé pour répondre à des attentes des industriels et avoir des mécanismes de soutien dans des investissements. Donc c'est une vraie opportunité. Il y en a une autre qui est le NZIA. Et là-dessus aussi, je dirais, on peut d'un certain côté se dire on aurait espéré un NZIA, on va dire, plus ambitieux, plus en défense d'une industrie européenne. Mais là-dessus, là aussi, je tiens à saluer le travail de la France qui a vraiment été en Europe moteur pour pousser le texte le plus loin possible. Donc c'est un sujet, je dirais, dont on a parfaitement conscience. Néanmoins, pour se déployer en France, je dirais, si on regarde, pour nous, ce qui est important, et la présidente Emmanuelle Wargon en a parlé, c'est les réseaux. Sans réseau électrique, il n'y aura pas de développement de l'énergie, aussi bien sur l'éolien terrestre que sur l'éolien en mer. Donc là aussi, il y a des signes encourageants, donc, par exemple sur les AO4, 7 et 8, donc 4,5 milliards d'euros pour des plateformes HVDC qui ont été engagées. Donc on parle de chiffres très conséquents, mais il faut poursuivre l'investissement dans les réseaux, aussi bien pour RTE que pour Enedis. Le deuxième sujet, c'est donc l'octroi des permis. Donc j'en ai parlé un petit peu, mais c'est réussir vraiment à accélérer. Ça concerne d'ailleurs aussi bien l'éolien en mer que sur l'éolien terrestre. On est un pays globalement trop lent pour déployer nos objectifs, si on regarde par rapport à nos voisins européens. Il y a un sujet aussi qui nous est cher, qui est ce qu'on pourrait appeler une concurrence loyale, surtout en ce moment avec des acteurs asiatiques et chinois qui sont à la porte de l'Europe, surtout dans un contexte où il n'y a pas un accès bilatéral
au marché. Donc nous n'avons pas accès au marché chinois, donc je pense qu'il faut se poser des questions. Donc la ministre Pannier-Runacher en avait parlé il y a quelques mois, donc je ne doute pas que ce sujet de la bilatéralité va revenir sur la table. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là qui nous semblent pour nous essentiels pour poursuivre, je dirais, une aventure industrielle. Donc si je résume, sur le temps court, on va dire, donc une accélération des processus au niveau des appels d'offres, un soutien, je dirais, en termes de marché au niveau européen, et quelque part une forme de protectionnisme vis-à-vis aussi de la concurrence étrangère. C'est bien ça, quelque part, qui constitue, je dirais pas votre point de salut, mais en tout cas des points d'espérance. Donc je dirais concurrence loyale, mais quand je regarde ce que font nos voisins américains, avec l'IRA Act, on peut parler de protectionnisme, et sur le marché asiatique, là, c'est plutôt un marché qui est fermé. Donc voilà. Mais si il n'y a pas une prise de conscience et au niveau européen de cet enjeu, la filière éolienne, sur un plan industriel, pourrait connaître une trajectoire comme ça a été fait dans le photovoltaïque. Donc, alors qu'aujourd'hui, l'Europe est à la pointe, la filière industrielle dans son ensemble est très largement européenne. Donc on a tous les éléments pour continuer à être, on va dire, à la pointe et à l'export en dehors de l'Europe sur le marché de l'éolien et de l'éolien en mer en particulier. Alors, avant qu'on continue le tour de table, tout à l'heure je vous ai posé une question, mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez entendue. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans votre usine du Havre ? Aujourd'hui, tous les jours, toutes les semaines, donc 1400 personnes sont mobilisées pour produire actuellement 2 projets. Donc en l'occurrence, donc le projet de Noirmoutier et le projet de Courseulles, donc qui seront installés en 2025. Et puis après, on va enchaîner pour le projet du Tréport, qui lui sera installé en 2026. Donc ce sont des éoliennes de 7 et de 8 mégawatts pour les projets. Aujourd'hui, nous savons que ces modèles d'éoliennes ne seront pas commandés par d'autres acteurs sur le marché. Donc aujourd'hui, on déploie une éolienne de 14 mégawatts qui peut être boostée à 15. Voilà, donc c'est la situation dans laquelle on est. On regarde les différentes options. Voilà, donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous préparez effectivement les appels d'offres de demain, et j'imagine que les propos qu'on a entendus tout à l'heure sur le fait qu'on allait repartir de l'avant dès la rentrée, là, dès les quelques mois, dès 2025, c'est de nature à vous rassurer. Pas complètement. Vous attendez de voir. Alors, complètement. Non, parce que je suis industriel. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que je vais produire dans mon usine les composants. Et les projets dont on parle, c'est des projets qui seront installés après 2030. Donc en tant qu'employeur responsable, moi ce qui m'intéresse, c'est les 1400 personnes qui aujourd'hui sont mobilisées et qui travaillent et que je paye à la fin de chaque mois. Donc c'est ça l'urgence, c'est dans les mois à venir, les années à venir. Et après 2030, c'est évidemment des bonnes nouvelles à concrétiser, mais je dirais il y a également des réalités de court terme qui sont devant nous. Alors effectivement, les réalités de court terme, l'usine General Electric qui n'est pas autour de la table aujourd'hui, mais vous allez peut-être pouvoir nous en parler, Mathias Tavel, puisque c'est dans votre circonscription. Aujourd'hui, donc, c'est le chômage, si j'ai bien compris, prévaut. Quelles sont les réactions? Quel est votre point de vue par rapport à ce que vient d'évoquer Monsieur Petit, notamment sur le soutien qu'on peut apporter à cette filière de fabrication des turbines en mer? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, je crois que ce sera assez convergent avec ce qui vient d'être dit. On a, pour ce qui est de la circonscription dont je suis l'élu, celle de Saint-Nazaire, d'abord une volonté qui est d'assumer le besoin de développement des énergies renouvelables et de l'éolien en mer, de le dire, de le revendiquer et que ce soit entendu partout, y compris peut-être par ceux qui hier n'ont pas eu les propos qu'on aurait pu attendre sur cette question-là. C'est pour nous une fierté. Il faut aussi le dire, c'est une fierté d'avoir eu le premier parc au large, c'est une fierté de voir les sous-stations au chantier de l'Atlantique, c'est une fierté de voir les projets qui sont engagés par le port pour permettre le développement demain de plus grandes installations. C'est une fierté d'avoir cette usine sur notre circonscription, sur notre territoire, et de vouloir l'aider, l'accompagner, la développer, la conforter et non pas l'affaiblir. Qu'est-ce qui nous est aujourd'hui dit? Plusieurs choses. D'abord, on est face... C'est un peu l'expression d'un des syndicalistes de General Electric, justement. Il nous dit on a une falaise. On a un carnet de commandes jusqu'en 2027 et après, rien. Donc, première étape, il faut être capable de transformer cette falaise en canyon, c'est-à-dire créer le fait qu'il y a un carnet de commandes après. Ça passe évidemment
par tout ce qui a été dit sur la planification, la loi de programmation en général, la programmation pluriannuelle évidemment, la planification maritime, les cartographies qu'on attend, avec des objectifs pas seulement pour 2025, mais pour 2035, qu'on ne reparte pas sur un décalage dans le temps, avec le fait que c'est bien échelonné progressivement et qu'on n'ait pas 8 gigas à installer en 2 ans après avoir eu de nouveau du retard. Ça passe aussi peut-être par le fait qu'on n'attribue pas l'ensemble de ces 10 gigas sur le même modèle uniquement à un électricien qui ensuite choisira son turbinier et qu'on reprend 4, 5 années de retard, mais qu'on peut revenir pour une partie de cet appel d'offres 10 gigas au modèle initial, c'est-à-dire que dès l'attribution d'une partie de ces 10 gigas, il y a des consortiums électriciens et turbiniers qui permettent de redonner de la visibilité très rapidement, même si la commande est pour plus tard, mais que très rapidement il y a des engagements qui sont pris. C'est déjà là, voilà comment on recrée comment on transforme la falaise en canyon. Et après, comment on fait le pont au-dessus du canyon. Et c'est une autre étape. Et là, évidemment, la question du soutien public, elle doit être posée. Moi, je l'assume clairement. C'est une industrie de souveraineté. La question de l'industrie des énergies renouvelables en général et de l'éolien en mer en particulier, c'est pas juste une question de libre marché, de libre concurrence. C'est une question de capacité pour un pays à produire les installations de production d'électricité dont il a besoin sur l'enjeu majeur de la décennie, voire du siècle. Et donc, on doit aborder cette industrie de la même façon qu'on aborde l'industrie de défense. Il y a des efforts juridiques, financiers, de localisation qui sont faits pour conserver, renforcer une base industrielle et technologique de défense. On doit avoir la même volonté de construire et de conforter la base industrielle et technologique des énergies renouvelables. C'est à ce niveau-là d'ambition qu'il faut se poser, à mon avis. Aujourd'hui, c'est quand même ce qui se passe avec ce qu'on a entendu, notamment le règlement NZIA, ce genre de choses qui permettent de protéger notre marché. C'est des choses auxquelles, j'imagine, vous êtes sensible? Oui, sensible, mieux vaut tard que jamais. Mais la question du bilan carbone, par exemple, des productions n'est pas suffisant pour être capable de faire face à une concurrence déloyale, comme ça a été dit, notamment chinoise, mais pas seulement. Parce qu'on sait bien que les concurrents chinois seront capables, au moins sur le papier, de présenter des productions qui afficheront un bilan carbone qui répondra aux normes européennes. Peut-être qu'on va gagner 1 année, 2 années, mais pas beaucoup plus. Donc il faut à un moment assumer une question qui est celle, le mot a été dit, de protectionnisme. À l'échelle européenne, il est normal qu'on soit capable, qu'on se donne les moyens de protéger, d'avoir des critères hors prix beaucoup plus contraignants, d'avoir des critères de localisation. Alors, protectionnisme, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Frédéric Petit, lui, il a parlé de concurrence loyale. Oui, mais il n'a pas déjugé. Mais peu importe le mot, pourvu qu'on ait la chose, disons-le comme ça, pour mettre tout le monde à l'aise, si vous préférez. Mais il faut assumer. On ne fera pas de l'éolien offshore made in France ou made in Europe à 49 € le mégawattheure. Donc la question du prix comme critère principal dans les appels d'offres doit être revue, très clairement. Et je trouve qu'il y a un paradoxe à venir souvent chercher les filières renouvelables sur les prix, alors que dans le même temps, on considère que 67 milliards d'euros hors coût de financement pour 6 EPR, c'est presque une broutille budgétaire. Évidemment, je le disais ce matin ou hier matin, l'addition salée des renouvelables, non. L'addition salée, ce n'est pas les renouvelables. Et ça le sera encore moins demain. Donc il faut assumer ça. Il faut aussi assumer des choix de préférence technologiques. Quand on attribue un appel d'offres pour de l'éolien flottant sur un modèle de turbine de 20 MW, je ne veux froisser personne, mais il est assez probable qu'on attribue directement cet appel d'offres à la Chine. Peut-être qu'on aura de bonnes surprises. Est-ce que, d'un point de vue des choix qui sont faits, c'est un choix pertinent qui est fait pour lier la planification énergétique et la planification industrielle?
Bien sûr qu'il faut garder la possibilité de faire appel à des technologies les plus matures, les plus innovantes, etc. Mais il faut aussi assumer, notamment si on doit avoir un appel d'offres de 10 gigawatts, qu'il y a des technologies qui sont là, qu'il y a des technologies qui sont maîtrisées, et que vu l'état de retard qu'on a pris, il faut être capable de faire des projets rapidement, sûrement, et que la robustesse financière et technologique est un critère d'attribution premier, même si ce n'est pas peut-être ce qui sera le mieux dans 10 ans d'un point de vue technologique, ou que sur le prix c'est un peu plus cher que ce qui serait fait notamment en Chine. Alors je comprends bien votre propos, mais permettez-moi de faire un peu l'avocat du diable, parce que vous dites quelque part finalement qu'à vouloir trop chercher sur le facteur prix, on finit effectivement par laisser la porte ouverte à une concurrence parfois déloyale. En même temps, de l'autre côté, on l'a entendu et ça a été rappelé par la présidente de la Creux, avec l'inflation, aujourd'hui les Français paient plus cher leur énergie que jamais. Comment est-ce qu'on lie les deux bouts finalement? Parce que j'imagine, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes député LFI, j'imagine que le coût de l'énergie, la précarité énergétique, ça vous parle. Comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre les deux? Évidemment. Mais aujourd'hui, si le prix de l'électricité s'est envolé, ce n'est pas à cause des technologies des énergies renouvelables. C'est à cause d'un fonctionnement d'un marché européen, ou plutôt d'un dysfonctionnement d'un marché européen qui fait que le prix, y compris de l'électricité produite par des éoliennes ou du photovoltaïque, est indexé sur le prix du gaz. Et que ce système-là n'a pas été revu par la réforme qui a été faite. Donc moi je pense qu'il est tout à fait possible de payer bien pour avoir des filières industrielles, et possible d'avoir un prix réglementé, régulé, pour ne pas dépendre des variations des prix de marché, y compris d'avoir des prix de long terme pour les acteurs industriels qui ont besoin de savoir à combien va leur être vendue leur électricité, pour savoir s'ils investissent pour décarboner tel ou tel élément de leur production, et qui ne peuvent pas juste dépendre comme ça du prix du marché ou du contrat qu'ils auront négocié de gré à gré avec tel ou tel électricien. Donc les deux ne sont pas opposés. Puis il y a quand même une question qui est aussi la sobriété et l'investissement dans la rénovation notamment des logements pour faire baisser les factures. Et cette question-là, ça pose aussi la question des moyens financiers, notamment publics, qui sont consacrés à cette politique-là. Bon, excusez-moi cette petite digression, mais ça me paraissait aussi important de montrer que le tarif auquel est proposé l'éolien aujourd'hui n'avait pas un impact direct sur le prix auquel finalement le particulier en bout de chaîne touche ou paye son électricité. Je vous propose qu'on continue donc le tour de table avec vous, Éric Petit, donc de MagResource. Alors vous pourriez nous présenter MagResource, parce que autant tout le monde aujourd'hui, je pense, connaît nombre d'intervenants sur la table ronde qui œuvrent tous les jours dans le domaine éolien, autant dans le domaine des aimants. C'est la première fois, je crois, et pourtant je crois que ça fait 6 ans que j'anime les plénières du colloque national éolien. Nous avons un invité sur la plénière, donc en amont de la chaîne de valeur de la filière éolienne. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous repréciser, MagResource, de quoi s'agit-il? Oui, bonjour à toutes et à tous. Un exemple de la politique industrielle de la France, on va dire ça comme ça. Effectivement, on est dans la métallurgie des terres rares, donc les aimants permanents qui sont en quantité très importante, on va dire, dans les turbines d'éoliennes naturellement, et surtout dans le offshore. 98% dépendance de la Chine, le reste étant un petit peu ailleurs en Asie, donc pour dire qu'on est très 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 dépendant. Et je disais un exemple de la politique industrielle de la France, effectivement, un projet qui a démarré en 2017, donc même si ça fait quelques années, ça fait déjà 7 ans pour nous que nous avons démarré le projet, avec une première usine. Donc on est basé à Grenoble, donc en région Aura, très fortement soutenu par tous les pouvoirs publics à tous les niveaux. Je pense que c'est important de le noter, aussi bien de la métro, de la région, du gouvernement, et également de la Commission européenne. Et donc un exemple aussi de réindustrialisation en France avec nos propres atouts. Voilà, on est issu du CNRS, pour ne pas le nommer, de la technologie, de la réindustrialisation au service d'une politique industrielle pour l'éolien. Donc vous faites du recyclage d'aimants? Alors, dans la technique, effectivement, on a, pour faire des aimants, dont je disais, il faut des terres rares. On n'a pas de mine de terres rares en France ni en Europe, et donc il faut trouver d'autres solutions. D'ailleurs, je crois que maintenant on parle de matériaux critiques. On évite de parler de terres rares. Voilà, donc les aimants permanents et les terres rares, ça fait partie des matériaux
critique et stratégique. Alors critique parce qu'effectivement, donc je disais, on est dépendant de la Chine d'une manière assez incroyable, et stratégique parce qu'effectivement, les aimants permanents aujourd'hui, ça va dans beaucoup de secteurs industriels, alors pas simplement dans l'éolien, mais également dans toutes les voitures électriques que nous allons bientôt tous conduire, entre autres, et beaucoup de secteurs industriels par ailleurs. Donc si je comprends bien, vous êtes fournisseur effectivement pour les éoliennes. Donc vous, j'imagine que le règlement NZIA dont on parlait, qui vise à recentraliser effectivement la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur en Europe, ça vous parle? Pour vous, c'est effectivement une perspective intéressante? Oui, dans tous les cas, aujourd'hui, je disais tout à l'heure un exemple de politique industrielle, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se bat clairement contre une industrie qui a été subventionnée pendant 40 ans en Chine. Il y a un moment ou un autre, il faut le dire aussi. Donc il faut aussi, on a laissé faire pendant 40 ans, il faut que le balancier parte de l'autre côté, d'une part. Donc il y a eu forcément des financements de l'État et de l'Europe là-dessus. Un gros travail sur la partie réglementaire, donc c'est le NZIA en particulier, et c'est pas fini. Je pense qu'aujourd'hui on est en train d'accumuler les nouvelles réglementations à l'échelle européenne et nationale pour pouvoir justement pousser dans ce sens-là. Et puis encore une fois derrière de l'industrie avec aussi alors on se plaint un petit peu des appels d'offres etc. Dans l'industrie aussi, on est sur le temps long. Je disais, on a démarré en 2017 et on n'est qu'au début de l'histoire. La grosse usine qu'on prévoit de construire, c'est prévu pour fin 2027, début 2028. Donc encore quelques années devant nous. Donc à l'instar de ce que disait Mathias Tavel tout à l'heure, avec donc la question du retard des appels d'offres, aujourd'hui la question c'est face à une falaise, comment est-ce qu'on fait le pont pour traverser le canyon? Alors comment ça se passe justement pour vous, votre filière, tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour approvisionner la filière de fabrication éolienne aérienne? Oui, je dirais que si quelque part alors moi je m'occupe pas du bout de la chaîne, hein, je m'occupe pas des appels d'offres, mais en tout cas ce que je dis c'est qu'encore une fois l'industrie c'est du temps long, il faut se préparer, ça veut dire développer de la coopération, sans rentrer dans la technique. Le secteur de l'éolien, les aimants permanents, c'est de la métallurgie très particulière, c'est des capacités techniques très spécifiques pour l'éolien. Tout ça, ça se construit, ça prend du temps, ça se développe. Aujourd'hui, à terme, l'usine à Grenoble, c'est 200 personnes qu'il va falloir embaucher, qu'il va falloir former, etc., etc. Donc une implication très forte sur le territoire également, de la technologie à développer tous ensemble. Encore une fois, on ne va pas construire une usine tout seul. L'idée, c'est que ça soit naturellement porté pour le secteur de l'éolien en particulier, et donc un besoin de coopération entre industriels de manière renforcée dans les prochaines années. Alors juste une précision, parce que vous parlez de temps en temps de projet, mais en même temps vous nous dites que ça fait 7 ans que vous êtes dessus. Aujourd'hui, vos usines, elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas? Alors on a une première usine, et donc on est effectivement en train de travailler sur la deuxième usine. C'est ça tout l'enjeu, donc la Mac Factory en 2027, qui va être voilà, une référence en Europe. Et qui sera la première grosse usine, donc la seule en France, et la première grosse usine en Europe à pouvoir fabriquer des aimants. Et donc aujourd'hui, vous pensez qu'on peut trouver, alors si je le dis grossièrement, mais en tant que spécialiste du recyclage, je suis sûr que vous comprendrez mon propos, on peut trouver dans nos poubelles suffisamment de matière en termes de matériaux critiques pour fournir, pour approvisionner la filière éolienne? Parce que là, on parle quand même de, vous pouvez peut-être nous donner quelques chiffres d'ailleurs, on parle quand même de tonnage assez important. Oui, alors j'allais dire c'est un petit sujet, la partie amont. C'est un sujet important, mais c'est un petit sujet. Donc oui, aujourd'hui, encore une fois, ça fait 40 ans qu'on importe des aimants chinois sur le sol européen. Donc on a un paquet de déchets, je veux dire, qui nous attend, qu'il va falloir être capable de valoriser naturellement, de trouver, de valoriser et de retransformer. Là, on est vraiment sur un modèle circulaire. J'allais dire d'un point de vue capacitaire, aujourd'hui, c'est pas forcément là où est le gros problème.
Juste quelques chiffres, effectivement. Hein. Donc, l'éolien et l'automobile sont les deux gros aujourd'hui secteurs industriels qui tirent cette industrie des aimants. Un chiffre, 20 000 tonnes, c'est ce qu'on a importé en 2020 au niveau marché européen, toute application confondue. Et les prévisions sur le secteur de l'éolien en 2030-2032, c'est 15 000 tonnes supplémentaires. Donc uniquement l'éolien, c'est quasiment x2 en termes de besoins par rapport à ce qu'on avait il y a simplement 3 ans. Alors on parlait tout à l'heure dans les appels d'offres de facteurs prix, mais également désormais de facteurs hors prix. Aujourd'hui, quelles sont les externalités positives que les acteurs de l'éolien peuvent espérer tirer du fait de s'approvisionner d'aimants à base de matériaux recyclés ? Alors, nous, on a un modèle circulaire, donc effectivement, on met en avant le fait qu'on fasse des aimants bas carbone. Ça, c'est assez évident et c'est très réel et c'est très concret. Par contre, effectivement, je me méfie un petit peu des certificats et des coups de tampon qui sont un peu trop faciles à montrer. Et donc, quelque part, derrière, j'en fais pas je fais pas j'allais dire un cheval de bataille, le fait de dire qu'on veut absolument avoir des outils ou des composants propres, verts, ou on peut les appeler n'importe comment. Dans la réalité, effectivement, il y a surtout le fait de dire que moi on peut parler de protectionnisme, on peut redire le mot. On est là pour réindustrialiser, pour se dire qu'on va le faire chez nous. Je pense que c'est ça qui est aussi important. On a tout perdu pendant 40 ans. Il est temps qu'on fasse machine arrière et encore une fois qu'on change de côté de balancier. Donc je suis beaucoup plus sur le fait de dire qu'il faut le faire sur le sol européen, sur le sol français, au niveau de nos territoires. Et c'est là où on va développer des emplois et là où on va développer de la valeur ajoutée. Merci à vous. Alexandre Israélian, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur de projet de la planification de l'énergie, des industries, des énergies renouvelables à la direction générale des entreprises. Donc concrètement, vous représentez l'État et l'administration. Alors puisqu'on parle de machines tournantes, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui vous mettez un petit peu d'huile dans les rouages pour que tout ce petit écosystème fonctionne bien et qu'on ait bien les bonnes matières qui arrivent aux bons endroits avec un prix optimisé. Bonjour à tous et à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation de France Renouvelable à intervenir ce jour. On est très heureux d'être là et merci au nom de mon directeur général Thomas Courbe pour cette invitation. Alors c'est une vaste question, hein, c'est presque une question grand oral hein, que vous posez, David. Je crois qu'on a deux défis en synthétisant un petit peu ce que les personnes sur scène ont évoqué. Je crois qu'on a deux défis auxquels on doit faire face. Premier défi de très court terme qui est bien sûr ce que Frédéric évoquait, c'est-à-dire s'assurer qu'on ait suffisamment de visibilité, de volume pour produire et soutenir le tissu industriel, sachant qu'il y a une compétition qui arrive côté asiatique. On en est pleinement conscient. Donc on se félicite d'avoir ces discussions dans ce cercle avec vous, parce que c'est un sujet d'importance. Deuxième sujet à adresser sur le long terme, c'est dans quelle mesure on arrive à positionner la France sur ce segment de l'éolien en mer d'un point de vue industriel, avec des industries qui existent et puis celles qui sont en train de se développer. Je pense à l'usine, bien sûr, d'aimants permanents, de recyclage d'aimants permanents que l'on soutient. Et donc là, il y a aussi un enjeu de très grande cohérence calendaire entre ce que l'on fait et comment on va apporter ce soutien dans le bon timing pour que Magrosos, par exemple, puisse produire les aimants recyclés au bon moment et trouve sa place sur le marché, qui sera aussi très compétitif parce que, comme on l'a indiqué, on est très dépendant d'autres producteurs. Donc ça, c'est les deux grands défis. Et pour ça, on a apporté beaucoup de réponses qui sont des réponses cumulatives et qui sont toutes concomitantes et liées les unes aux autres. Donc effectivement, on a ce sujet des critères hors prix.
dans le cadre du NZIA, qui est absolument clé. Et on se félicite aujourd'hui d'avoir ce cadre qui, certes, est peut-être un peu en deçà de ce que l'on souhaitait initialement dans la négociation au Conseil et en trilogue au niveau européen, mais aujourd'hui qui a le mérite d'exister et qui embarque quand même une nouvelle vision, peut-être plus réaliste, moins naïve, que par le passé de comment on doit soutenir l'industrie et donc qui nous interroge sur la place de ces critères à prix. Et là-dessus, alors je ne vais pas donner trop d'informations parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, politiquement, etc. Mais ce que je peux en dire, c'est qu'on a eu le grand plaisir de faire ces dernières semaines 2 consultations qui sont absolument clés. Et Madame la ministre Olga Giverny en a parlé, que ce soit sur l'éolien en mer, mais aussi sur le photovoltaïque. Donc comment on adapte les appels d'offres et les arrêtés tarifaires en introduisant des critères hors prix fondés sur le NZIA. Et donc là, aujourd'hui, à l'instant T, on collecte les retours des uns et des autres. Ce qui est remarquable, c'est qu'on a réussi à faire travailler, et je crois que ça c'est vraiment un peu l'élément dont on peut être assez fier côté des jeux et des jeux C, c'est d'arriver à mieux concilier l'objectif industriel et énergétique. Donc on a réuni dans la salle à 2 reprises, ce qui n'avait pas été nécessairement fait antérieurement, les 2 filières, énergétique et industrielle, de façon à ce qu'il y ait cet échange et que chacun puisse faire valoir son point de vue. Parce que dans les 2 cas, il faut trouver le meilleur ajustement, tant d'un point de vue industriel que d'un point de vue énergétique. Donc ça, c'est très très bien et je vous en remercie. Et donc là, on est en train d'exploiter les retours des uns et des autres et on reviendra vers vous avec la DGEC sur comment on intègre vos retours dans ce que nous vous avons présenté. Donc j'en dis pas plus sur le NZIA, sur la traduction et l'implémentation. Je veux bien quand même vous poser des petites questions en termes de timing. Ouais, je voudrais juste finir si vous le permettez, parce que c'est important. Je vous en prie. Et après, je vous écoute et je répondrai volontiers à votre question. Et donc, du coup, le sujet, c'est de bien avoir en tête que on n'aura pas 36 occasions comme le NZIA nous le permet aujourd'hui, même si on espère pouvoir peser dans la future commission. Et parmi ces éléments, il y a bien sûr le critère résilience. Donc j'en dis pas plus, mais le critère résilience, bien évidemment, est absolument clé pour soutenir le tissu industriel. Donc là-dessus, on attend vos contributions les plus pertinentes pour mieux le dimensionner. Donc ça, c'est le soutien à la demande. Il y a les soutiens à l'offre, crédit d'impôt industrie verte. J'en dis pas beaucoup plus, si ce n'est que on a une dynamique qui est très positive, qui montre qu'on arrive à dérisquer des projets, parce que l'un des enjeux, c'est de dérisquer les projets pour apporter un investissement en CAPEX, et ça va de façon inédite sur un montant proche de 200 millions d'euros au maximum. Donc c'est un régime d'aide d'État qui est absolument innovant, et on va essayer de le pérenniser dans le temps, bien sûr. En tout cas, on essaye, et on a déjà une dizaine de projets qui nous ont été adressés, 2 qui ont obtenu déjà des agréments, et au final, on sait qu'on va financer au moins 100 millions pour 2 projets, et puis beaucoup plus à venir. Donc on a une dynamique très positive. Et dernièrement, il y a aussi l'enjeu de coordination, d'aménagement du territoire qu'il faut arriver à mieux travailler, notamment sur les façades dans l'éolien. Et là-dessus, on fait un énorme travail côté État et avec les acteurs locaux économiques, mais aussi politiques, pour s'assurer que cet écosystème positionne la France sur le long terme, d'un point de vue stratégique, pour répondre à l'enjeu de très long terme. Voilà. J'étais un peu plus long, pardonnez-moi, David. Non, il n'y a pas de souci. Écoutez, juste pour faire le lien avec l'expression de Mathias Tavel, donc sur le pont, voire le viaduc, qui permet de traverser le canyon, j'ai bien aimé, hein, c'est très explicite. Finalement, ce pont, c'est un peu le C3IV, pour l'interrogation. Pas que, sont tous les outils cumulatifs et qui sont complémentaires que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les critères hors prix dans les appels d'offres, c'est le soutien à l'offre par le C3IV avec le crédit d'impôt, donc d'industrie verte qui permet de dérisquer, et puis l'engagement de tous les acteurs pour trouver la meilleure coordination au niveau territorial, pour s'assurer qu'on réponde à l'objectif énergétique déployé, aménager les ports pour diversifier leur activité, bien sûr les soutenir, et puis troisièmement surtout avoir des usines, que ce soit dans l'emprise portuaire ou dans l'Interland, qui ne soient pas trop loin, pour fournir des équipements, par exemple sur des flotteurs, dans l'éolien flottant. Merci Alexandre. Je vous propose que nous continuions le tour de table avec Vincent Delporte. Alors, comme le disait tout à l'heure, comme le rappelait Anne-Catherine de Tourtier,
Aujourd'hui, France Renouvelable, c'est plus que de l'éolien, c'est également du solaire, c'est toute la filière énergie renouvelable électrique. Et donc, du coup, nous avons le plaisir de vous accueillir, effectivement, en tant que directeur des affaires publiques de Holosolis. Donc, Holosolis, on comprend tout de suite que vous êtes du domaine du photovoltaïque, enfin du domaine du solaire, plus particulièrement du photovoltaïque. Est-ce que déjà, vous pouvez nous représenter Holosolis et puis de voir si, finalement, vous partagez les mêmes préoccupations que vos collègues de l'éolien? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à France Renouvelable pour son invitation. Effectivement, on détonne un petit peu dans le paysage, dans le thème de la journée et dans la table ronde, puisque Holosolis, c'est une start-up industrielle qui construit une gigafactory de panneaux photovoltaïques. 5 gigawatts, c'est l'objectif de production à 2028, donc ça fait à peu près 10 millions de panneaux solaires produits par an, donc de quoi solariser à peu près 1 million de maisons chaque année. Donc c'est un défi de taille. Au niveau du projet, pour l'instant, donc démarrage de la construction de l'usine l'année prochaine, finalisation en 2028 et montée en capacité de production progressive d'ici 2026. Alors je dirais, dans un marché normal, une fois qu'on a un bon produit et qu'on sait maîtriser son industrialisation, on peut rentrer sur le marché et commencer en fait à vendre. Sur le photovoltaïque, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres domaines, notamment l'éolien, on n'est pas sur un marché normal. On est sur un marché en compétition avec des entreprises quasiment d'un monopole d'un pays, largement subventionnées, avec un accès extrêmement facile au capital, avec un argent facile, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui du coup fausse complètement les règles de marché. Ça a été dit, je parle plus dans le micro. Ça a été dit, donc des règles de marché à rétablir. Sinon, effectivement, on n'arrive pas à être concurrentiel face à ces acteurs très subventionnés qui, en plus, depuis pas mal de mois, vendent à perte et engrangent des pertes colossales en sachant qu'à un moment, ils pourront se refaire. Comme tout monopole, une fois que les prix sont très bas pendant longtemps, on élimine la concurrence et les prix remonteront inévitablement dans quelques mois ou années. Donc c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas se laisser enfermer, le piège du bas prix en fait, des équipements maintenant, et penser à moyen terme, long terme, pour pouvoir passer ce cap, pour ne pas se retrouver étranglé. Et c'est toute la transition énergétique qui est mise en risque par la suite, et notamment s'il y a des défauts d'approvisionnement. Alors, pour passer ce cap, ça a été dit, on a parlé du NZIA, on pourrait gloser longuement sur le NZIA, comme Alexandre l'a dit, c'est un outil utile. Est-ce qu'il est suffisant ou pas? Je dirais que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Je préfère voir le verre à moitié plein. Et en plus, ce verre, on est en train de le remplir encore. Il y aura des nouveaux travaux de la nouvelle Commission européenne. On va tous collectivement pousser pour augmenter l'ambition sur ces textes. Mais au moins, on a ce premier texte, on a ces premiers critères hors prix dans les appels d'offres, dans les dispositifs de soutien qui arrivent et qui sont essentiels pour nous pour assurer le marché et entrer en production et pouvoir vendre nos produits. Donc ça, c'est essentiel, c'est une première étape. C'est un changement de mentalité quand même fort, le NZIA, dans la Commission européenne, puisque jusqu'à présent, c'est vraiment 100% prix. La France, pour le bilan carbone, a dû lutter pendant des années en fait, pour pouvoir l'imposer, pour pouvoir l'utiliser en France. Maintenant, c'est un changement de mentalité. Ça devient possible et ça devient obligatoire. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais au moins, on a fait le premier pas. Donc ces critères seront vraiment essentiels. J'en profite pour remercier vraiment Alexandre Israélian et son équipe pour vraiment le travail qu'ils mènent, parce que vraiment c'est essentiel pour nous, la DGEC également. Ensuite, pour pouvoir vendre sur le produit, il faut qu'on arrive à construire notre usine. Pour ça, il faut qu'on arrive à avoir les autorisations environnementales. Là aussi, ça avance très bien. Je pense qu'il y a une vraie volonté des services de l'État pour pouvoir autoriser en quelques mois, au moins instruire en quelques mois. On verra si on est autorisé à la fin de l'année, mais au moins une instruction très rapide en quelques mois de l'autorisation. Là où le bas blesse, je dirais, c'est peut-être sur la question des financements. Je parlais donc de l'accès au capital de certains concurrents asiatiques. On est un objet assez particulier. On n'est pas un grand groupe industriel qui cherche à se développer, donc avec une assise, avec je dirais, un actif, et on cherche à s'étendre. On est une start-up. On n'est pas une start-up de la tech qui lève des financements au fur et à mesure où on développe son produit, on le met sur le marché. Le besoin de capital est important. C'est vraiment en centaines de millions d'euros. Et on n'est pas non plus une infrastructure. Quand on va voir les fonds d'investissement, ils nous disent « Ah oui, c'est bien, mais nous, on finance des infrastructures. » C'est-à-dire que s'il n'y a pas de risque, et si on a une garantie de vendre les produits de votre part pendant 20 ans, alors on veut bien financer. Et
et il faut vraiment qu'on retrouve en fait les mécanismes, qu'on développe des mécanismes de financement de ces projets en fait, notamment en phase amont. Pour la construction, on a parlé du C3IV, effectivement, ce sera extrêmement utile, mais en phase amont dans laquelle on est actuellement, c'est vraiment important qu'en Europe, et en particulier en France, on retrouve cet accès au capital, enfin ce financement des projets en early stage qui sont vraiment essentiels. Si je comprends bien, en fait, ce que vous demandez, ce sont des règles de marché qui soient finalement équitables pour tous? Oui, complètement. Ça a été évoqué. On est un peu la seule zone, si je continue dans ce qui a été dit, on est un peu la seule zone économique mondiale à encore suivre en fait les règles de l'OMC. Je dirais aveuglément. Et il faut, on voit au côté Europe, Commission européenne, un changement de mentalité là-dessus. Il y a des personnes convaincues. Il y a encore je dirais des baronnies à Bruxelles à convaincre et dont la mentalité doit changer pour qu'on arrive à des règles de marché normales. Aujourd'hui, à Bruxelles, on a encore des gens qui pensent qu'il ne faut pas qu'on ait une certaine forme de protection vis-à-vis de la concurrence asiatique, notamment. Je pense à Bruxelles ou dans d'autres pays. On a vu les débats sur le NZIA où finalement la proposition de la Commission était plus ambitieuse et finalement, dans les négociations, finalement, l'ambition a peu été revue à la baisse. Alexandre ? Peut-être un très court mot. En fait, comme toujours sur le sujet énergétique et industriel, il y a un enjeu de préférence collective nationale. Or, chacun des États des 27 États membres de l'Union n'a pas nécessairement la même vision que son voisin. Donc nécessairement, on est dans une discussion qui est très compliquée. Et c'est vrai que certains États sont plus dans une logique assumée de financer la transition énergétique en achetant des équipements à l'étranger. Donc là-dessus, on essaie de faire évoluer les mentalités et donc le chemin sera long. Donc ce qui m'amène à vraiment un message important qui est clé et je crois que aujourd'hui l'occasion nous est donnée de l'avoir en tête et c'est vraiment essentiel pour nous, c'est qu'on a besoin collectivement de passer les bons messages au niveau européen. Donc on a besoin aussi, avec votre appui, dans le cadre des négociations, et certains d'entre vous savent très bien que je les sollicite régulièrement, pour porter un message très clair auprès des instances européennes, de façon à ce que la position de la France soit la plus solide, parce que la position de la France, elle sera solide à partir du moment où on est capable d'objectiver, de documenter, d'expliciter, d'argumenter, et de montrer les avantages de cette stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'on sera très fort. Donc vraiment, l'enjeu, c'est on a besoin de vous pour alimenter nos arguments et être le plus fort possible. Alors avant qu'on passe le micro dans la salle pour prendre des questions, parce qu'on a déjà bien avancé dans la discussion, parole à Benoît Gilbert, donc directeur général de Vestas. Est-ce qu'il y a, à ce stade de la discussion, des points que nous n'avons pas encore abordés selon vous et qui permettent de garantir la meilleure compétitivité en termes de production d'électricité renouvelable ? Effectivement, je crois qu'on a parlé beaucoup d'offshore. C'est important peut-être aussi de parler d'éolien terrestre. Il y a beaucoup de choses de très bien qui sont passées en France ces dernières années. On voit un marché avec un raccordement de 1,3, 1,6 gigawatts chaque année. C'est un des marchés les plus stables au monde. Donc c'est ce qu'il faut qu'on souhaite pour l'éolien en mer. On a vu des appels d'offres, on a eu 4 appels d'offres pour une puissance appelée d'environ 4 gigawatts arriver, des résultats suivant ces appels d'offres arriver de plus en plus rapidement. Donc on voit une prise de conscience. Peut-être le point d'alerte que je veux partager, c'est le délai de transformation, on va dire, d'un résultat d'appel d'offres en une décision d'investissement, même sur l'éolien terrestre, est de plus en plus long. On fait face toujours à des enjeux de permis, de raccordement et j'en passe. Et donc il faut qu'on ait vraiment une approche collective de filière pour maintenir ce 1,5 gigawatt dont qu'on a entendu comme étant l'objectif ou le plancher en dessous duquel on veut pas descendre. Pour moi, c'est important. L'autre point, c'est que on fait 1,5 gigawatt avec 80 projets. 80 projets de tailles différentes, avec peut-être 10 types d'éoliennes différentes.
L'année dernière, on a annoncé nous-mêmes arrêter des modèles d'éoliennes parce que c'était des technologies développées il y a 15 ans. On n'est pas resté en laissant le marché sans solution parce qu'on offre des solutions de machines reconditionnées qui peuvent repartir pour 20 ans et c'est dans l'esprit on va dire, de la stratégie développement durable du groupe. Mais dans un domaine où l'espace est contraint, je pense qu'il faut absolument aussi se donner la volonté de densifier énergétiquement et donc il faut possiblement et idéalement mettre les éoliennes les plus adaptées sur chaque site. Donc pour moi, c'est un point important. L'autre point, c'est que l'industrie éolienne onshore-offshore en 2022 est passée à travers de grandes difficultés. 2023, il y a un retour dans le vert pour un certain nombre d'acteurs. 2024 s'annonce, on va dire, plutôt bon. Donc les efforts paient. Ça s'est fait pas par le don du Saint-Esprit. C'est au prix d'une discipline commerciale et industrielle que nous allons continuer à maintenir et qui est le seul levier pour pouvoir continuer à investir dans les technologies. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, donc nous on a 12 usines en Europe, on en ouvre 2 supplémentaires cette année. Les choses qui nous ont amené à cette décision, c'est des commandes, tout simplement. Donc oui, il faut qu'il y ait des aides, mais il faut avant tout qu'il y ait des projets, quoi. Et c'est ça qui nous fait vivre sans projet. Il n'y a pas de turbine, je pense où il n'y a pas de composants. Et donc on se l'est dit. Et ça, il faut vraiment tenir les calendriers, s'imposer cette rigueur coûte que coûte. Après, sur le plan du NZIA, peut-être juste une toute petite note, parce que quand on est un acteur européen, on cherche aussi au niveau de l'Europe et au niveau mondial à faire des effets d'échelle. C'est important qu'on ne crée pas des critères juste pour notre marché aussi. Il faut qu'on arrive à trouver l'optimum pour que on puisse tous travailler quel que soit le pays dans les 27 juridictions qui sont présentes. Qu'est-ce que vous appelez des effets d'échelle, pour préciser ? On développe, par exemple, sur l'offshore, nous on n'a qu'une seule turbine, c'est la V236 15 MW. On a fait le choix de ne pas développer d'autres modèles. On pense qu'il est urgent de mettre une pause sur la course à la taille, même si cette année il y a 50 gigawatts d'appels d'offres dans le monde. Voilà. Et ces produits, ils sont développés, ils sont fabriqués en Europe. Et si on se dit qu'il faut avoir des déclinaisons de ce produit dans chacun des pays qui a une façade maritime, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc pour nous, c'est important aussi de trouver dans une harmonie au niveau des critères. Alors effectivement, on comprend sur le nombre de modèles effectivement différents potentiellement à entretenir, donc effectivement ou à développer. Donc ça, effectivement, on comprend bien l'effet d'échelle. Sur le NZIA, si je dois comprendre votre propos, c'est-à-dire qu'il y a un juste équilibre à trouver entre le fait qu'on est sur un marché spécifique en Europe avec des règles de protection qui du coup vous imposeraient d'avoir des modèles spécifiques pour le marché alors qu'on est sur un marché mondialisé. C'est comme ça que je peux le résumer ? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas avoir 27 règles différentes à suivre pour on va dire, faire un projet. Voilà. D'accord. OK. Merci de cette précision. Alors, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, vous l'ai annoncé plus exactement, je vous propose qu'on prenne des questions dans la salle, puisque nous avons des tables rondes sur lesquelles vous avez pu constater que nous avons de nombreux intervenants. Et donc, l'idée, c'est aussi de vous laisser la parole pour pouvoir avoir les informations qui vous concernent le plus. Alors, moi, je ne vous cache pas qu'avec les projecteurs en pleine figure, je ne vois pas grand-chose. Donc, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent pour poser des questions ? Il n'y a pas de questions ? Écoutez, messieurs, c'est fantastique. Vous avez été d'une clarté incroyable. Non, vraiment ? Eh bien, écoutez, on va continuer la discussion entre nous. Moi, il y a un élément qui m'intéresse. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. En fait, donc je dirige Actu Environnement, que j'ai cofondé il y a un petit peu plus de 20 ans. Mais ce n'est pas la seule carte à mon arc, puisque aux côtés d'Actu Environnement, je développe également Emploi Environnement et je travaille avec nombre des acteurs de la filière éolienne notamment, mais pas seulement, également dans le solaire, sur les questions des compétences.
Alors c'est un sujet qu'on n'a pas abordé sur cette table ronde, mais effectivement on l'a quand même senti de manière assez sous-jacente en développant des filières industrielles quasi ex nihilo, notamment en façade maritime. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne met pas en péril, avec tous ces délais qui s'accumulent, finalement la constitution d'un débouché, d'un potentiel en termes d'emploi? Je pense à vous notamment, Frédéric Petit, dans le domaine au Havre. En fait, vous avez entamé des véritables politiques de recrutement. Aujourd'hui, tous ces gens que vous avez formés à vos process, quelle est la promesse qu'on peut leur adresser? Je crois qu'il est toujours on. Je l'avais coupé. Donc oui, effectivement, on a eu une grosse politique non seulement de recrutement, mais également de formation. Donc produire des pales, c'est un métier qui est nouveau en France, et qui est un métier qui reste très manuel, où il faut de la dextérité, il faut de la capacité à travailler en équipe et évidemment suivre toutes les règles de sûreté. Donc pour ça, on avait mis en place avec l'UIMM et l'AFPA, avec un stand de formation préexistant avant l'ouverture de notre usine, de manière à former nos équipes dans un centre de formation qu'on avait financé. Donc on avait injecté plus de 10 millions d'euros dans un programme de formation lourd pour les pales, mais également pour les nacelles. Aujourd'hui, on le poursuit avec en fin de compte, pour les techniciens de maintenance. Et donc, je me tourne vers Benoît, parce qu'en fin de compte, on sait tous qu'il y a une grosse tension sur les techniciens de maintenance onshore. Donc avec l'éolien en mer arrivant, l'idée, c'était pas de déshabiller l'un pour habiller l'autre, ça n'aurait fait aucun sens. Donc pour ça, on a finalement profité aussi de l'appétence pour l'éolien en mer pour attirer des nouvelles personnes qui n'auraient pas pensé être techniciens. Et donc avec l'OPCO, de nouveau avec l'UMM aussi, on prend maintenant 24 personnes tous les ans, 2 x 12, une à côté du Havre avec le lycée de Fécamp, une autre en Côte d'Or, pour en fin de compte d'abord les remettre à niveau sur les enjeux de techniciens de maintenance au sens large, et puis après on les prend en contrat de professionnalisation. Voilà, donc ce qui permet en fin de compte à augmenter le réservoir, puisque pour les parcs offshore, je dirais, nous on aura plus d'une centaine de techniciens dont on a besoin. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place en financement propre, mais aussi avec des soutiens et des financements de type OPCO. Benoît, effectivement, aussi sur le marché de recrutement, c'est un marché concurrentiel pour la filière éolienne offshore. Marché, voilà, on doit faire une vraie proposition de valeur. L'histoire de Vestas en France, c'est doublement des effectifs en 5 ans. Aujourd'hui, on est 850 et il y a 550 techniciens de maintenance. Donc, on utilise toutes les voies possibles. On a même donc créé un lycée à Reims. On a 5 professeurs à temps plein qui visent à juste actualiser les connaissances qui sont nécessaires. Et donc chaque personne passe aussi 2 semaines par an, tous les ans, dans ce centre. Et on recrute entre 60 et 100 personnes par an. Donc il y a un gisement. On a créé aussi une solution pour donner une opportunité aux personnels qui veulent se reconvertir. Donc on leur offre la possibilité d'avoir une formation théorique. On les recrute surtout sur le comportement et avec une formation sur le terrain, et au bout de 2 ans, un emploi à durée indéterminée. On a beaucoup travaillé aussi sur les projets de carrière en France ou à l'étranger. On voit beaucoup aussi nos équipes rayonner et diffuser au-delà de la France, et ça, c'est une fierté, quoi. Alors, oui, Mathias Tavel, oui. Oui, je voulais rebondir sur cette question-là, parce que c'est un des éléments, pour reprendre l'exemple de la Loire-Atlantique plus globalement. On a eu la fermeture de l'usine Sistovi, on a un plan de licenciement chez Saunier Duval dans les pompes à chaleur, on a quasiment sur l'année, quand on prend les sous-traitants, les intérimaires et ce qui vient d'être annoncé par General Electric, près de 800 emplois dans l'éolien maritimes qui sont annoncés ou qui ont été supprimés, qui sont annoncés comme supprimés ou qui ont déjà été supprimés. Et c'est une des questions. Elle arrive. Bientôt, et c'est une des questions. On avait, il y a 2 ans,
General Electric qui faisait tourner dans tout Saint-Nazaire et au-delà des camions publicitaires pour dire on recrute, on recrute, on recrute. Et là, on se retrouve avec potentiellement des gens qui vont être licenciés, avec en plus des durées d'ancienneté qui sont très faibles et qui donc vont être très maltraités socialement, en plus de la perte de compétences. Et là, il y a une question qui est posée de la manière dont l'État peut intervenir pour passer le pont, mais aussi dont chaque entreprise adopte une attitude qui est responsable vis-à-vis des salariés et des territoires. Et on ne peut pas prendre les gens quand on en a besoin, les jeter comme des Kleenex le lendemain, et pour ensuite peut-être demain refaire une campagne de recrutement, sachant qu'on est en plus sur un bassin à Saint-Nazaire, où quand vous perdez des compétences, il y a d'autres, on a la chance d'avoir d'autres entreprises qui sont intéressées pour les récupérer. Donc si on ne veut pas se retrouver dans quelques années à dire on a de beaux projets, on a enfin des commandes et on n'a pas les gens pour les fabriquer, ça se travaille maintenant. Et là, je pense que l'État doit aussi porter une parole forte et claire à l'égard de celles et ceux qui ne se comporteraient pas forcément dans cet état d'esprit. Alors, oui, Benoît. Juste une toute petite parenthèse, parce qu'on ne parle pas du tout des emplois dans la maintenance. Enfin, ce sont des emplois qui ne sont pas visibles, mais ils existent, ils sont dans les territoires, ces emplois qui sont qualifiés et durables. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut valoriser pleinement, quoi. Alors pour revenir sur l'éolien, effectivement, Mathias Tavel évoquait la question de Systovi. Vincent, vous qui êtes dans le domaine du photovoltaïque, alors le photovoltaïque, il y a eu plusieurs atermoiements. Il y a effectivement la fabrication d'usines de panneaux solaires qui ont plusieurs fois bu la tasse. Il y a eu également à un moment le moratoire photovoltaïque. Bon, ça remonte un peu maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans, voire presque 15 ans, je crois. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une ombre, sans mauvais jeu de mots, qui plane sur la filière photovoltaïque en France ? Si, bien sûr. Tout le monde a un peu ça en tête. C'est des choses qui marquent. Et c'est vrai que quand il y a des choses comme ça, c'est vrai que ça marque un secteur pendant des années. On a parlé du NZIA. Nous, il nous apportera des règles, effectivement, pour pouvoir agir sur le marché. Malheureusement, pour un certain nombre d'acteurs qui étaient déjà existants et qui souffraient depuis quelques années, ça arrive un peu tard. Ça arrive trop tard, notamment pour Systovi, qui a dû fermer avant de pouvoir profiter de ces nouvelles règles. Il y a aussi l'aspect de taille. Pour nous, c'est assez critique de pouvoir arriver. C'est pour ça qu'on arrive déjà avec une Gigafactory pour pouvoir produire en très grande quantité pour être compétitif sur les coûts. Et pour ça, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut lever des fonds de manière importante. Et il faut qu'on n'ait pas peur en Europe d'arriver tout de suite à la taille critique, plutôt que d'arriver de manière progressive avec des petites installations qui ont du mal à lutter parce qu'on n'a pas la taille critique pour la R&D, pour gérer leurs coûts, etc. On parle des effets d'échelle dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est vraiment clé en fait, pour la réussite des projets industriels. Éric Petit, également un petit peu la même question. Effectivement, quand on parle forcément développement industriel, on parle des emplois. Alors je sais que de manière chronique, la filière du recyclage a toujours un petit peu du mal à recruter. Aujourd'hui, est-ce qu'une meilleure visibilité, ça pourra vous permettre de développer vos usines comme vous le souhaitez ? Oui, alors moi j'ai un message très positif, c'est-à-dire que malgré tout on est quand même sur la transition énergétique, on est sur l'éolien, on est sur un secteur qui quelque part attire et va bien, parle entre guillemets aux jeunes diplômés qui sortent de l'école aujourd'hui. Nous, on n'a jamais eu de mal à recruter jusqu'à présent. Alors on a fait plus 30 en 2 ans, on a 200 emplois encore à pourvoir d'ici les 3 prochaines années. Effectivement, il ne faut pas promettre la lune et il faut être capable d'y aller doucement pour pouvoir capitaliser sur cette expertise et sur cette base. Et donc, il faut y aller en travaillant sur la formation. On sait qu'on est attirant de par le secteur dans lequel on travaille aujourd'hui, et ça c'est super positif, et y aller de manière effectivement correcte et ordonnée pour ne pas trop promettre et dans le même temps être capable de construire des bases solides. Alexandre, pour finir ce deuxième tour de table, je voulais effectivement acquiescer à ma question sur les compétences. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez tout particulièrement à la DGE ? On regarde les questions des compétences à la DGE, bien que nous ne soyons pas le ministère porteur de cette politique publique en premier lieu. Néanmoins, on a bien conscience de l'enjeu de diversifier et d'orienter les compétences, donc de développer des formations pour accompagner les personnes vers les métiers de la transition énergétique et en particulier tout ce qui a trait à l'électrification. Donc là-dessus, il y a un effort qui est fait, qui est un effort plutôt interministériel, disons-le.
Là où je pense qu'il y a un sujet à réfléchir collectivement parce que l'État a des réponses mais n'a pas toutes les réponses. Je crois que sur le sujet de la formation, comme c'est un sujet qui est très partenarial, à différents niveaux, très macro, très micro localement, il faut trouver la bonne organisation, la bonne coordination et les bonnes façons de faire. En repartant des besoins, donc là-dessus je pense qu'il y a un sujet de effectivement cartographie un petit peu des besoins de compétences et de formation. Il y a un travail devant nous qui est pas encore assez réalisé, d'articulation des différents acteurs parce que n'oublions pas que les premiers acteurs de la formation c'est quand même les régions. Le chef de file au nom de la répartition des compétences territoriales c'est la région. Et avec toute la myriade d'acteurs au niveau local, France Travail, les fédérations, et donc réfléchir en termes de bassin d'emploi, qui est une notion consacrée d'un point de vue juridique sur la façon dont on construit des formations. Et après, il y a le national, bien sûr, qui doit venir appuyer tout cela. L'AMI-CMA du SGPI sur le développement des compétences est un outil qu'il faut utiliser, je pense. Permettez-moi de vous demander de décrypter tous les acronymes que vous venez d'utiliser dans une phrase. Autant pour moi. L'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences pour les métiers d'avenir et qui sont nécessaires à la transition énergétique et qui s'inscrivent dans le cadre du plan France 2030. Et donc il y a un ensemble d'outils qui sont possibles, mobilisables, notamment financiers, pour qu'ensuite ces outils soient pérennisés dans le temps, d'une façon ou d'une autre, en travaillant avec les acteurs locaux pour que les modèles, le temps que les modèles se mettent en place. Et il y a le niveau européen, c'est-à-dire qu'il y a là, par exemple, sur le photovoltaïque, il y a l'Alliance européenne du solaire, et dans le cadre de laquelle il y a une alliance sur le volet formation et qui réplique grosso modo ce qui a été fait sur les batteries et qui pourrait être peut-être plus mobilisé par les acteurs nationaux, par les acteurs locaux, les entreprises aussi. Je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de coordination. Il y a peut-être une nécessité de regarder ce sujet au-delà d'avoir des pilotes bien sûr qui vont fixer un cap, c'est de chacun s'approprier un peu mieux ce cadre qui existe et qui va être clé pour la suite. Alors j'en profite pour ajouter, puisque vous parliez du niveau des régions, que tout à l'heure nous aurons sur la 3e table ronde consacrée à la création d'un pacte social, Loïc Chenet-Girard, qui est le président de la région Bretagne et qui, je pense, reviendra sur cette question de l'accompagnement des régions. Nous sommes quasiment arrivés au temps qui était imparti pour cette table ronde. Est-ce que désormais il y a des questions dans la salle avant que je libère nos intervenants? Non, toujours pas de questions. Bah écoutez, messieurs, félicitations, vous avez été d'une clarté limpide. On peut les remercier donc pour leurs éclairages.